Une maman du Nouveau-Mexique part travailler un jeudi, mais n'entre jamais dans le bâtiment. Toutes ses affaires sont ici dans la maison, mais elle n'est pas là. Et ce n'est pas son genre de ne pas appeler à la maison pour donner des nouvelles, ni de partir sans son sac à main et son téléphone. Elle disparaît, laissant derrière elle sa voiture, ses clés, ses médicaments et ses 2 téléphones portables. Je doute qu'elle soit partie d'elle-même pour plusieurs raisons. Des mois plus tard, ses restes sont retrouvés sur un terrain fédéral isolé où une enquêtrice privée découvre une véritable mine de preuves seulement après la fermeture officielle de la scène de crime. Je pense que tout le monde a été vraiment stupéfait quand ils ont commencé à découvrir ce qu'ils ont trouvé. Et bientôt, son lieu de travail se retrouve au centre de l'enquête. Il se passait quelque chose dont nous n'étions tout simplement pas au courant. Voici Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Le Laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique détient certaines des informations les plus restreintes d'Amérique, des secrets nucléaires confidentiels auxquels seuls ceux ayant le plus haut niveau de sécurité ont accès. D'après ce qui a été rapporté, Melissa Casillas n'avait pas accès à ces informations. En fait, elle avait déjà vu son habilitation de sécurité rétrogradée, pour ainsi dire. Et pourtant, les théories du complot continuent de circuler, et peut-être avec raison. Car lorsque Melissa Casillas s'est rendue au laboratoire le 26 juin 2025, elle n'est pas allée travailler. Au lieu de cela, elle a disparu. Des mois se sont écoulés sans réponse jusqu'à ce que ses restes soient retrouvés sur des terres fédérales. C'est alors que les théories du complot ont vraiment pris de l'ampleur. Comment Melissa s'est-elle rendue seule sur cette propriété isolée? Pourquoi ces 2 téléphones portables ont-ils été complètement effacés et réinitialisés aux paramètres d'usine? Comment est-ce possible? Des détectives chevronnés ont manqué des preuves essentielles sur place. Quelle est la cause de sa mort? Et surtout, la mort de Melissa est-elle liée aux disparitions d'autres scientifiques de renom? Quelque chose se passait sans que nous en soyons informés. À seulement 56 km au nord-ouest de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, se trouve le Laboratoire national de Los Alamos. Fondé en 1943, le laboratoire est situé au sommet du plateau de Pajarito, à l'écart de toute rue animée ou zone à fort trafic. En fait, Robert Oppenheimer a choisi cet endroit précisément pour son isolement, au début des années 1940, comme lieu idéal pour développer le projet Manhattan. Depuis lors, le Laboratoire national de Los Alamos, ou LANEL pour faire court, a abrité certains des secrets les plus importants de l'histoire américaine, dont la plupart sont si top secrets que nous, le public, n'en avons même pas connaissance. Le Nouveau-Mexique, en général, a cette réputation. De la conception de la bombe atomique à l'incident de Roswell en 1947, qui a déclenché des théories du complot sur les extraterrestres. Je veux dire, même en parcourant les dossiers OVNI, vous voyez, Los Alamos est mentionné très souvent parce que je dirais, dans les années 1940, les années 1950, beaucoup d'observations venaient de la région de Los Alamos, Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et elles n'étaient pas seulement repérées par des civils, elles étaient repérées par des personnes qui travaillaient à Los Alamos, ayant un parcours remarquable et une éducation exceptionnelle dans ce domaine. Elle travaillait aussi dans l'armée de l'air et au département de la défense. Donc, je dirais que oui, c'est un endroit très connu et très respecté qui détient beaucoup de secrets gouvernementaux. Et cela soulève une question majeure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas? Pourrait-il y avoir des secrets cachés dans l'affaire de Melissa Casillas? En 2025, Melissa, âgée de 53 ans, vivait à Rancho de Taos, au Nouveau-Mexique, avec son mari, Mark, et leur fille, Sierra. Melissa et Mark travaillaient tous deux au LANEL, faisant la navette chaque jour de chez eux au laboratoire à Los Alamos. Pour être clair, Melissa n'était pas scientifique, mais plutôt assistante administrative. Voici l'avocat de sa famille, David Adams. Elle travaillait comme assistante administrative dans le laboratoire. Vous savez, elle n'avait pas de rôle de scientifique. Son habilitation était limitée, donc je ne sais pas exactement à quoi elle avait accès. D'après Lauren Conlin, la journaliste de l'AMAG qui a révélé cette histoire, Melissa avait récemment perdu une partie de son habilitation au laboratoire. Elle était assistante administrative à Los Alamos et apparemment elle rencontrait quelques problèmes au travail. J'ignore quels étaient ces problèmes, mais quelque chose a entraîné la perte de son habilitation.
Donc, je ne sais pas si sa famille, vous savez, sa famille n'écarte aucune possibilité, mais je ne pense pas forcément qu'il croit que cela soit lié à des informations classifiées parce qu'elle a perdu son habilitation. Je pense que ça pourrait être, vous savez, toutes sortes de choses, j'imagine. Elle était responsable, vous savez, d'organiser des réunions, de la documentation et de faire parvenir ces documents aux bonnes personnes. Mais sa famille, du moins celle à qui j'ai parlé, ne savait pas grand-chose de son quotidien. Je dirais que, vous savez, Melissa était, ou semblait être, d'après son Facebook, une chasseuse passionnée. Je crois qu'à un moment donné, elle et son mari avaient une chaîne YouTube sur, vous savez, leurs excursions de chasse et ils avaient une entreprise. J'ai effectivement fait une vérification des antécédents et à un moment donné, j'étais perplexe face à la multitude de boîtes postales, mais en creusant un peu plus, il semble qu'elle, encore une fois, avait effectivement plusieurs entreprises. Cela reviendra plus tard, la passion de Melissa et Marc pour la chasse. Mais inutile de dire qu'il n'est pas clair ce à quoi Melissa avait exactement accès à l'intérieur du laboratoire. Et il n'est pas non plus clair pourquoi une quelconque autorisation aurait pu lui être retirée. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le jeudi 26 juin 2025, Melissa s'est présentée au laboratoire comme d'habitude, mais chose intéressante, elle n'est pas entrée à l'intérieur. Selon The Guardian, Melissa et Mark sont allés ensemble de leur domicile au laboratoire, comme presque tous les jours. Vers 6h15 ce matin-là, Melissa a déposé Mark avant de lui dire qu'elle devait travailler dans une autre partie du campus ce jour-là. Mais au lieu de se rendre dans cette zone, Melissa a fait demi-tour et a conduit plus d'une heure pour rentrer chez elle. Sa fille Sierra a déclaré avoir vu Melissa vers 7h45 ce matin-là. Lorsque Sierra a demandé à sa mère pourquoi elle était rentrée, Melissa a dit qu'elle avait oublié son badge de travail, mais cette excuse ne convainc pas vraiment. J'ai aussi parlé à une employée de Los Alamos. Toute cette histoire de Melissa qui aurait oublié son badge et serait donc rentrée chez elle. Cette employée m'a dit: j'ai oublié mon badge plusieurs fois auparavant. Il suffit d'aller à la sécurité et d'obtenir un badge temporaire. Donc, il se passait quelque chose dont nous n'étions tout simplement pas au courant. Juste avant 13h cet après-midi-là, Melissa se rend au travail de Sierra pour lui déposer un sandwich pour le déjeuner de sa fille. Selon The Guardian, Sierra a dit que Melissa semblait silencieuse, mais globalement normale. Sierra a déclaré à Dateline: elle était un peu plus silencieuse, mais rien qui m'ait surprise. Un peu plus d'une heure plus tard, à 14h18, une amie de la famille a signalé avoir vu Melissa marcher seule le long de la route d'État 518 du Nouveau-Mexique. Elle marchait vers l'est avec un sac à dos. À la fin de la journée de travail, Marc attendait au laboratoire que Melissa vienne le chercher, mais elle n'est jamais venue. Une collègue lui propose alors de le ramener chez lui, où il est déposé vers 17h. Presque tout à la maison semblait être à sa place. La voiture de Melissa est garée dans l'allée. Ses 2 téléphones portables sont à l'intérieur, ainsi que son sac à main, sa carte d'identité, son portefeuille et ses médicaments quotidiens. Tout est à sa place, à une exception près. Melissa a disparu. Marc appelle alors la police pour signaler la disparition de Melissa. Je ne trouve pas ma femme. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle toute la journée au travail. C'était ce matin. C'est la dernière fois que je l'ai vue au travail. Ma fille l'a vue vers 1h. Toutes ses affaires sont ici, mais elle n'est pas là. Ce n'est pas son genre de partir sans prévenir, ni sans son sac et son téléphone. En y regardant de plus près, les 2 téléphones de Melissa avaient été effacés, complètement réinitialisés aux paramètres d'usine. On dirait que son téléphone a été, ma fille dit qu'il a l'air d'avoir été réinitialisé, mais voilà, donc on a cherché partout dans la maison, partout sur notre propriété. Nous ne la trouvons nulle part et je ne sais pas quoi faire. La voiture dans laquelle elle était garée ici et les clés sont ici. La maison était verrouillée. Tout est ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle est passée du positif. Elle est rentrée à la maison. La voiture était garée ici dans la cour. Les clés sont sur la table de la cuisine. Comment s'appelle-t-elle? Je suis Melissa Casillas et nous avons appelé l'hôpital pour vérifier parce que, je veux dire, vous savez, s'il n'y a personne, il n'y a vraiment personne là-bas, vous voyez? Parce qu'on s'est dit, eh bien, peut-être que si quelque chose lui était arrivé, ses affaires sont ici, donc personne ne pourrait l'identifier. Vous avez juste dit qu'elle avait pris son téléphone. Elle n'a rien pris. Elle laisse maintenant son téléphone et tout ici, alors qu'avant, elle emportait toujours ses affaires. Ma fille essayait de localiser sa position et elles se suivent toujours à la trace. Mais son téléphone a été réinitialisé. On ne comprend pas pourquoi elle aurait effacé toutes les photos et informations de son téléphone. Toutes ces choses mises bout à bout, ça ne colle pas. Si Melissa était partie quelque part de son plein gré,
Pourquoi aurait-elle laissé derrière elle des choses importantes comme sa carte d'identité et son portefeuille? Sans parler de ses médicaments indispensables. Il a été rapporté dès le début que Mélissa, lorsqu'elle est partie, a emporté ses médicaments pour la thyroïde, son fer à friser et sa brosse à dents. Je prends des médicaments pour la thyroïde. Je prends du Synthroid. Je l'ai déjà dit. J'en ai besoin pour vivre. Si je veux mener une vie saine, j'en ai besoin. Alors pourquoi l'emporterais-tu si tu avais l'intention de mettre fin à tes jours? Il se passait quelque chose. Les jours passent, puis les semaines, et toujours aucun signe de Mélissa. Sa famille proche, Mark son mari et Sierra sa fille, s'entretiennent avec Dateline de NBC et déclarent penser que Mélissa est partie volontairement. Mais l'autre famille de Mélissa, son père et ses frères et sœurs, réagissent de façon totalement différente. Son mari avait publié une déclaration sur Facebook disant qu'il croyait qu'elle était partie de son propre gré. J'ai suivi cette idée un moment en me disant que j'allais respecter le mari et la famille. Mais en attendant, la mère de Mélissa, son père, sa sœur, sa nièce, ils ne croient pas qu'elle soit partie de son propre gré. Ils ne pensent pas qu'il y aurait la moindre raison au monde qui la pousserait à quitter sa fille. Qui était sa meilleure amie? Mélissa adorait être mère. Elle était une mère merveilleuse. Comme la famille n'est pas d'accord sur ce qui aurait pu arriver à Mélissa, le grand public ne peut s'empêcher de faire le lien avec d'autres affaires de scientifiques disparus. 10 scientifiques disparus ayant accès à des informations classifiées. Cela fait la une des journaux nationaux depuis des mois. Le nombre dépasse maintenant une douzaine de personnes, soit portées disparues, soit décédées, toutes ayant été impliquées dans le domaine de la défense, de la recherche nucléaire et de l'espace. En avril, la commission de surveillance de la Chambre des représentants a officiellement exigé des informations du FBI, souhaitant savoir s'il existe un lien réel entre toutes ces affaires. Dès lors, les théories du complot ont proliféré en ligne, évoquant dissimulation d'ovnis, espionnage étranger ou attaque calculée de la Russie ou de la Chine. Et même si rien de tout cela n'a été prouvé, cela soulève tout de même la question que nous nous posons tous. La disparition de Mélissa est-elle liée à celle des autres scientifiques disparus? C'est difficile de dire non parce qu'il y a des points communs. Je veux dire, l'État du Nouveau-Mexique en lui-même, je dirais, est un grand point commun ici. Et le fait que, vous savez, il y a eu un autre employé en particulier qui a disparu. Il avait pris sa retraite après avoir travaillé à Los Alamos, mais il a disparu. Mélissa a disparu. Le général Neil McCaslin. Je veux dire, il avait des liens avec le département de la Défense, bien sûr. Il y travaillait. Il a disparu au Nouveau-Mexique. Je veux dire, je pourrais continuer. C'est juste que j'ai du mal ici parce que j'ai eu des nouvelles de la police d'État du Nouveau-Mexique la semaine dernière et cela concerne McCaslin. J'ai entendu vendredi, ils m'ont dit qu'il n'y a actuellement rien qui permette de relier le général McCaslin à un autre scientifique disparu. J'ai répondu, vous semblez très sûr de ce que vous avancez. Avez-vous consulté d'autres agences? Que se passe-t-il exactement? Et j'ai demandé spécifiquement, avez-vous parlé aux agences de Los Angeles, de Los Alamos? Tout ce qu'ils m'ont répondu, c'est oui, nous avons parlé à d'autres agences. Et pour l'instant, nous ne voyons aucune connexion. Pour l'instant, je ne sais pas, mais ils ne veulent tout simplement pas en parler. L'avocat de la famille, David Adams, a une opinion légèrement différente. Mon opinion au départ, avant d'être impliqué et de voir autant de personnes concernées sur la liste des scientifiques à travers le pays ou des personnes ayant travaillé dans des laboratoires, oui, il semblait y avoir une forte corrélation à ce sujet. Beaucoup de personnes disparaissent et cela a un impact majeur sur cette affaire parce qu'elles travaillaient pour les laboratoires nationaux. Mais après m'être impliqué et avoir appris davantage, je ne soupçonne pas que cela fasse partie d'une conspiration plus vaste. Je dirais que du côté local, il y a eu un certain nombre d'appels qui ont suggéré une sorte de conspiration locale du côté gouvernemental. Et quand je parle de conspiration, vous savez, il y a des personnes qui ont appelé en alléguant que certaines personnes étaient soudoyées dans certaines situations. Et je ne crois rien tant que je ne l'ai pas vu et que je ne peux pas le corroborer moi-même. Mais certains de ces appels nous ont menés à d'autres pistes, pour ainsi dire, dans le cadre des enquêtes que nous avons menées. Cela me donnerait envie d'approfondir certaines de ces complots locaux qui ont été suggérés. Donc, notre espoir, bien sûr, est que les forces de l'ordre parlent à ces personnes afin que nous puissions comprendre clairement si les informations qu'elles peuvent fournir sont exactes ou non. En fin de compte, pourrait-il y avoir un complot plus vaste ici? Peut-être,
Si les téléphones portables réinitialisés aux paramètres d'usine et les médicaments sur ordonnance ne suggèrent rien de suspect, l'emplacement des restes de Melissa a vraiment fait exploser les théories du complot. Le 28 mai, une randonneuse traversant une partie isolée de la forêt nationale de Carson tombe sur une scène choquante. Le long de la zone de McGaffey Ridge, la randonneuse découvre des restes humains et, à côté, une arme de poing. De plus, cette zone n'est pas très fréquentée. En fait, elle est complètement en dehors des sentiers battus. J'ai demandé à la randonneuse qui l'a trouvée. Est-ce que cette zone précise, ses coordonnées sont très fréquentées? Non, c'est vraiment, vraiment isolé. J'en ai même eu des frissons en le disant. C'est très désertique parce que la forêt nationale de Carson fait des millions d'acres. C'est comme, je crois avoir vu, ou en tout cas quand je faisais mes recherches, que cette forêt nationale fait 2 ou 3 fois la taille de l'État de Rhode Island. Et cette zone spécifique où elle a été retrouvée, c'est isolé, disons-le comme ça. On peut accéder à cette zone par la route 518, là où Melissa a été vue pour la dernière fois en train de marcher. Donc, on peut y accéder de cette façon. Mais encore une fois, il faut aller assez loin. Ce n'est vraiment pas juste à côté de la route, pas du tout. Donc, c'est déroutant. Et l'endroit où les restes de Melissa ont été retrouvés n'était pas juste une forêt nationale quelconque. En fait, c'était sur un terrain fédéral. Découvrir son corps, constater son isolement et que ceux qui y sont allés diraient sûrement la même chose. Il serait presque impossible de monter là-haut sans assistance ou sans avoir de l'eau ou de la nourriture pour y arriver à cause du terrain qui est si difficile et si isolé. Et puis, le fait que ce terrain soit finalement un terrain fédéral, tu sais, c'est aussi quelque chose d'unique en soi. Le 30 mai, la police de l'État du Nouveau-Mexique fait l'annonce, écrivant dans un communiqué de presse, je cite, grâce à la coordination avec le bureau du médecin légiste, OMI, l'individu a été formellement identifié comme étant la personne disparue, Melissa Casillas. La cause et les circonstances du décès restent inconnues. Les restes feront l'objet d'un examen anthropologique complémentaire par l'OMI. Mais voici où la situation évolue encore. Le 1er juin, la famille de Melissa publie cette déclaration. Elle dit, je cite, nous confirmons que les restes retrouvés à Rio Chiquito sont ceux de Melissa. D'autres informations suivront, mais pour l'instant, nous pouvons dire qu'elle a été retrouvée dans une zone déjà fouillée. C'est difficile à accepter, nos cœurs sont lourds et nous voulons continuer à chercher des réponses pour obtenir justice. Et c'est un véritable coup de tonnerre. Les restes de Melissa ont été découverts par un randonneur quelconque dans une zone qui avait déjà été fouillée. À la même période, la famille de Melissa a contacté David Adams pour demander de l'aide. J'ai été engagé par la famille maternelle, vous savez, les parents de Melissa et sa sœur. J'ai enquêté sur de nombreux meurtres, notamment des affaires de femmes autochtones disparues et assassinées. J'étais auparavant procureur fédéral, spécialisé aussi dans les crimes contre les femmes dans mon ancien poste. Donc, il m'arrive souvent de faire des présentations lors de conférences à travers le pays. Et dans un cas, un enquêteur était à la conférence et m'a mis en contact avec la famille. Et j'ai compris assez rapidement, simplement en me basant sur ce que j'avais vu dans l'enquête, que je pouvais être utile pour essayer d'assurer un certain suivi et, espérons-le, essayer de créer une dynamique pour que les bonnes choses soient faites, puisque c'était encore une enquête en cours. En juin, des enquêteurs privés sont retournés dans la forêt nationale de Carson, où les restes de Melissa ont été trouvés. Personne ne s'attendait à ce qu'ils découvrent. Oui, donc ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre avaient contacté la famille après que Melissa ait été retrouvée et leur avaient fourni les coordonnées de l'endroit où elle se trouvait en indiquant que la scène de crime était ouverte et libérée et qu'il n'y avait plus rien à faire. La famille et l'équipe Four Corners Search and Rescue sont allés sur place pour voir où elle avait été vue pour la dernière fois sans vraiment s'attendre à trouver quoi que ce soit. Je crois que tout le monde a été stupéfait en découvrant ce qu'ils ont trouvé, notamment des os. Bien sûr, un chien, vous savez, avait au moins indiqué qu'il pouvait s'agir d'os humains. Vous savez, selon l'entraînement du chien, mais cela sera déterminé par l'anthropologue. Et le document lui-même, certaines choses que nous avons identifiées comme étant du matériel biologique possible, du sang dans le sol, ces vêtements, vous savez, qui semblaient également être en lambeaux. Il y avait certaines parties des vêtements qui semblaient également contenir du sang possible. Un lacet là-haut, un emballage est là-haut aussi.
Et donc, chaque chose qui pourrait permettre une analyse ADN est reliée à quelqu'un ou à quelque chose. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement important dans des affaires comme celle-ci où il n'y a pas d'autres preuves. Donc, cette scène de crime est vitale. Eh bien, c'est assez préoccupant que ces preuves n'aient pas été récupérées par la police de l'État du Nouveau-Mexique, surtout parce que des os supplémentaires ont été découverts. Je veux dire, ils avaient aussi des chiens sur place. Un membre de la famille m'a dit qu'il reniflait les os comme s'il s'agissait de restes humains. Voilà, il y avait des vêtements. Ils vont analyser ces vêtements. Apparemment, il y avait du sang sur les vêtements. En fait, je ne pense même pas avoir mentionné cela dans mon reportage. Je pense que c'est une information nouvelle parce que j'ai parlé à un membre de la famille après. Et oui, il y avait du sang sur les vêtements. Et en plus, il y avait des morceaux de papier déchirés à proximité. Et la sœur de Mélissa, elle comparait un peu l'écriture à celle de Mélissa à la maison. Ou, vous savez, je crois que sa nièce avait mentionné que Mélissa lui avait écrit des cartes ou quelque chose comme ça. Et elle disait, ça ressemble à l'écriture de Mélissa. Donc, l'équipe de recherche est évidemment très professionnelle. Ils ont placé la preuve sous scellé comme prévu et l'ont donnée à l'avocat qui l'a transmise à la police de l'État du Nouveau-Mexique. Donc, apparemment ou prétendument, je devrais dire. La police inclut maintenant cette preuve dans son enquête avec l'OMI pour déterminer la cause et les circonstances du décès. Parce que, je veux dire, nous savons toutes les deux que cela devrait être inclus. Sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé ce qu'ils pensaient être des fragments d'os supplémentaires, plusieurs mèches de cheveux, quelques vêtements et, de façon mystérieuse, des morceaux de papier déchiquetés. Je suis vraiment très curieux de voir comment les anthropologues judiciaires, vous savez, et leurs conclusions de l'OMI vont aussi aider à le déterminer. Mais rien que le fait qu'il y en ait eu, qu'il y ait eu du papier trouvé près d'elle qui était soit déchiré, soit découpé, soit mis en morceaux, peu importe ce que c'était exactement, et que ce soit aussi clair que ça, 11 mois après sa disparition, étant donné qu'il y a tellement de pluie et de neige dans cette région, il semble très improbable qu'un papier puisse montrer une écriture aussi lisible après tout ce temps. J'ai posé beaucoup de questions ici. J'ai aussi contacté le cabinet d'avocats de la famille Cassius ou le cabinet qu'ils utilisent. Je crois que c'est Parnell et Adams. Et j'attends une réponse parce que je veux savoir à quelle distance c'était de l'arbre et des coordonnées, comme l'endroit où elle a été retrouvée. Est-ce qu'on parle de yards, de pieds? De quoi parle-t-on exactement? Je veux dire, vous voyez, je veux savoir, est-ce que les vêtements étaient éparpillés? J'ai juste beaucoup de questions sur la façon dont tout cela, vous savez, a été découvert. Bien sûr, je veux voir le sang sur les vêtements. Je veux le donner à notre ami Joe Scott Morgan, qui peut, vous savez, déterminer un schéma possible, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Le fait de trouver, vous savez, toutes les preuves supplémentaires qui ont été découvertes une semaine après la fermeture de la scène de crime et après qu'une fouille minutieuse de cette zone ait été effectuée. Cela soulève certainement encore plus de signaux d'alarme. Il y a une chose au moins que j'ai identifiée, mais dont je ne peux pas être certain parce que je ne l'ai pas testée. Mais vous savez, il semble qu'il y ait une sorte de blague à tabac, par exemple, qui a été laissée là-haut. Différents types de cheveux, je ne suis pas un expert, mais ils ressemblent certainement à différents types de cheveux et dans certains cas, ils ressemblent même à des poils d'animaux. Et donc tout cela, vous savez, chaque petit indice que vous pouvez trouver sur une scène de crime est extrêmement utile et peut être l'élément de preuve clé plus tard qui permettra d'identifier quelqu'un qui aurait pu être là. Faire analyser cela médico-légalement est très important. Alors, comment est-il possible que des enquêteurs assidus aient tout simplement manqué toutes ces preuves la première fois? J'ai donc contacté la police d'État du Nouveau-Mexique lundi et vous savez, avant cela, j'avais été très impressionnée par leur temps de réponse. Ils étaient rapides. Ils interagissaient avec moi. Ils disaient, vous savez, c'était la porte-parole de la police à qui je parlais et elle me disait, je vais obtenir toutes ces réponses pour vous. C'était il y a une semaine environ quand j'ai signalé pour la première fois l'absence de projectiles dans son crâne. En voyant toutes ces informations, je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi ils ont raté ça. Mais c'est comme tu l'as dit, je veux dire, peut-être qu'ils ne pensaient pas que c'était important, mais je ne sais pas, tu vois, peut-être qu'ils l'étaient. Et encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Je ne crois pas que les forces de l'ordre agissent ainsi, mais ils ont peut-être vu la scène et dit « suicide, 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 inutile d'aller plus loin ». Tu comprends ce que je veux dire? Surtout quand, tu sais, on a eu pendant très longtemps le récit selon lequel Mélissa, entre guillemets, serait partie d'elle-même.
Donc, j'ai l'impression que tout ça a peut-être amené la police à se dire, je n'ai pas besoin d'enquêter davantage. Cela s'applique en général à toutes les forces de l'ordre. Vous savez, malheureusement, il y a une longue histoire de crimes contre les femmes qui ne font pas l'objet d'enquêtes ni de poursuites adéquates. La plupart de cette histoire figure dans le Violence Against Women's Act, notamment sur les taux disproportionnés de violence et le fait qu'une femme sur trois déclare avoir été victime de violences dans sa vie. Et puis, il faut aussi penser au fait que beaucoup de ces violences ne sont pas signalées. Tout cela nous amène à être plus conscients du fait que nous devons adopter une approche plus sensible au traumatisme lorsque nous menons ce genre d'enquête. Selon mon expérience, si quelqu'un ne fait pas bien ses premières enquêtes dès le départ, les résultats attendus ne seront sûrement pas au rendez-vous. De grandes enquêtes sur les personnes disparues et assassinées de nos communautés doivent aussi être des enquêtes exemplaires. Et donc, je pense que le premier aspect, c'est simplement que, à mon avis, il y a vraiment un manque de compassion dans la façon dont l'enquête a été menée. Je pense que cela se reflète tout au long de l'enquête. J'ai moi-même reçu des appels de personnes qui ont dit avoir laissé des messages sur la ligne d'appel à témoins en espérant être rappelés. Pas forcément des informations décisives, mais certainement des éléments qui seraient précieux pour mener une enquête complète sur une affaire qui a fait la une nationale lorsqu'il s'agissait de quelqu'un disparu travaillant dans des laboratoires fédéraux. Et donc, il y a clairement une attente que cela soit fait avec beaucoup plus de compétences et de rigueur, surtout en ce qui concerne l'aspect criminel de l'affaire. Mais néanmoins, étant donné qu'elle travaillait dans un endroit qui a déjà attiré l'attention nationale à de nombreuses reprises, il est certain qu'on voudrait y prêter une attention particulière. Et franchement, étant donné qu'elle a été retrouvée sur un terrain fédéral et qu'elle occupait ce poste, j'aurais pensé et espéré que le FBI serait impliqué au moins dans une partie de l'enquête initiale. Et d'après ce que je comprends, ils ne se sont pas rendus sur le lieu où elle a été retrouvée et n'ont pas fait grand-chose dans cette affaire. J'espérais qu'ils seraient plus impliqués vu ces éléments. Au-delà de ces nouvelles preuves, il y aurait eu une contamination de la scène de crime par les premiers intervenants. Il y avait une pelure d'orange, ce qui était évidemment aussi un premier signal d'alarme. Et nous avons appris plus tard que les forces de l'ordre avaient indiqué que cela venait de quelqu'un de leur équipe. Ayant été procureur et examiné de nombreuses scènes de crime, je ne veux absolument aucune contamination ou qu'on laisse quoi que ce soit près d'une scène de crime. C'est ce que vous feriez, je veux dire. Ce que j'espère et ce à quoi je m'attends, comme le grand public d'ailleurs, c'est que la scène soit exempte de tout débris laissé par les forces de l'ordre. Ainsi, cela ne pose aucun problème. Ainsi, on peut affirmer que les forces de l'ordre déclareraient que l'écorce d'orange leur appartient. Bonne nouvelle, ces informations ont été transmises aux forces de l'ordre et l'enquête sur la mort de Melissa reste ouverte. Au départ, la réaction des forces de l'ordre a été waouh, c'est surprenant, parce qu'on pense avoir 95% de tous les restes de Mademoiselle Mélissa avec nous. C'était surprenant que quelque chose soit retrouvé là-haut, sachant qu'au moins 7 membres des forces de l'ordre avaient enquêté sur la scène du crime. Ils attesteraient tous de cela. Ils étaient vraiment épuisés à l'arrivée, simplement à cause du terrain difficile. Mais c'est clairement préoccupant qu'ils aient été un peu nonchalants à propos de tous les objets retrouvés là-haut, comme si ce n'était pas si important. Et ayant étudié des affaires où des familles ont été privées de cette opportunité d'analyser de façon médico-légale les éléments retrouvés sur la scène de crime, vous savez, et comment cela peut clairement entraîner une situation où il n'y a ni justice ni obligation de rendre des comptes. On ne veut tout simplement pas voir d'erreur. Et donc, vous savez, d'après ce que je comprends, l'analyse devrait se faire de manière à ce que certains de ces éléments soient transmis à l'Office of the Medical Investigator. Et certains de ces éléments resteront avec les forces de l'ordre pour qu'ils puissent faire une autre analyse. Mais la plupart ont été envoyés à l'OMI. En fait, j'avais contacté l'avocat de l'OMI juste pour m'assurer qu'il y avait une compréhension claire que cela avait été trouvé et qu'ils allaient également l'intégrer comme élément de preuve. Et donc, cela a bien eu lieu. Ils sont venus rassembler toutes les preuves et prendre des photos de ces preuves au bureau. Je ne l'ai pas confirmé moi-même avec l'OMI, mais selon le cabinet d'avocats, ils pensent que tout cela va être placé, vous savez, dans le même lieu de stockage des preuves pour être analysé avec l'arme, avec ses os, etc. Je pense que l'analyse et l'expertise médico-légale de cette arme à feu
donnera aussi une indication sur le fait qu'elle ait été ou non à l'extérieur pendant très longtemps, parce qu'il y aura une certaine usure, peut-être de la rouille sur l'arme à feu si elle était restée dehors dans ces conditions aussi longtemps. Il doit aussi y avoir des analyses de sang. Et cela nous ramène au rapport dont nous avons parlé plus tôt, Mélissa et son mari étant des chasseurs réguliers. D'après Lorraine, les bottes de chasse de Marc pourraient être un nouvel élément de preuve. Et je viens juste de commencer à parcourir le rapport de police et je vois que, vous savez, la police a récupéré ces bottes de camouflage qui avaient du sang dessus, mais ce sont des chasseurs. C'est une famille de chasseurs. Donc, vous savez, nous n'avons pas du tout vu les résultats de cette analyse de sang, mais je suis prête à parier qu'il s'agit probablement de sang animal, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. La question suivante porte ici sur la chronologie. Nous attendons toujours les résultats de l'autopsie ainsi que la cause et les circonstances du décès de Mélissa. Y a-t-il une indication sur le moment où ces informations pourraient être publiées? Et c'est une chose que j'ai effectivement demandé au cabinet d'avocats. J'ai simplement demandé s'ils avaient une idée du calendrier concernant les résultats de l'OMI et il n'a rien dit. Mais vous savez, il n'a pas dit cela explicitement, mais il a laissé entendre que cela pourrait prendre plus de temps parce qu'ils ont donné de nouvelles preuves à la police, vous savez, à prendre en compte lors de cette procédure. Nous n'avons aucune idée du délai. D'après les expériences précédentes, vous savez, nous devrions vraiment voir des premiers rapports et résultats de l'OMI et des forces de l'ordre dans les 30 prochains jours, espérons-le. Et alors que toutes ces nouvelles informations ont été révélées grâce à des enquêteurs privés engagés par la famille de Mélissa, il y a aussi eu des tensions impliquant des détectives privés très médiatisés. Le 16 juin, un juge du tribunal du 8e district a accordé à Mark Cassias une ordonnance restrictive temporaire contre le détective privé Thomas McNally. Selon le média local Taos News, Mark a affirmé que McNally le ciblait, lui et sa famille, depuis avril de cette année, parce qu'il décrit comme une campagne croissante de harcèlement public, de diffamation et de menaces criminelles. Lors d'une audience le mois dernier, Mark a dit au juge « Votre honneur, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Le harcèlement, tout ce qui s'est passé, c'était trop. Certaines choses arrivent, on m'envoie des captures d'écran, mais on en reçoit tous les jours. » Le Taos News rapporte que McNally aurait harcelé Mark sur les réseaux sociaux et par message texte en disant que Mark avait tué sa femme. McNally aurait également contacté le lieu de travail de Mark, publié ses dossiers financiers et même incité le public à surveiller Mark et Sierra en utilisant des téléphones portables intraçables. Sur la page Facebook publique de McNally, Emerald Eye Investigations and Consulting, il aurait écrit, je cite, « Personne n'est en sécurité. Mark, avoue tes péchés. » Le 16 juin, le juge Emilio Chavez a accordé l'ordonnance de protection temporaire et a déclaré « Le comportement allégué n'est pas un incident isolé, mais constitue une série continue d'agissements, impliquant des communications répétées, des accusations publiques, des menaces, des intimidations et des contacts non désirés visant Marcus Sias et sa famille. » Donc, Mark Cassias a obtenu une ordonnance de protection temporaire, TPO, d'un juge du Nouveau-Mexique contre Thomas McNally pour. Je suppose que c'était principalement du harcèlement en ligne d'après ce que j'ai vu. Cet enquêteur privé a été engagé par la famille de Mélissa, sa mère, sa sœur et sa nièce. Et d'ailleurs, ils ne travaillent plus ensemble. En fait, l'enquêteur privé a décidé qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer l'enquête telle qu'elle était à ce moment-là. Mais oui, il accusait Mark Cassias de beaucoup de choses. Il publiait beaucoup d'informations sur sa page Facebook. Mark Casillas a dit qu'il le menaçait, lui et ses filles, issues d'un précédent mariage, menaçant leur vie. Quand Mark lui avait envoyé une lettre de mise en demeure, apparemment, tu sais, il est allé sur interne et il a un peu intensifié les choses. Et puis, quand il a été temps d'avoir cette audience virtuelle au sujet de la possible ordonnance de protection temporaire, McNally ne s'est pas présenté. Maintenant, il dit que c'est parce qu'il n'a pas été correctement notifié ou qu'il ne l'a jamais reçu. Mais je pense qu'un juge a vu ça et il s'est dit, tu sais quoi, je vais accorder ça au moins jusqu'en septembre. Mais tu sais, McNally n'était pas forcément interdit de parler de l'affaire. Il lui était juste interdit, oui, de pointer du doigt Mark. Mais inutile de dire que je ne pense pas qu'il travaillera davantage là-dessus. L'enquête sur la disparition et la mort de Mélissa continue, et nous avons encore peu de réponses. Mais pour ceux qui sont les plus proches de l'affaire, il y a encore des choses qui ne collent tout simplement pas. Gardez à l'esprit qu'ils ont trouvé les restes de Mélissa le 28. Ils ont confirmé que c'était elle le 30 grâce à ses dossiers dentaires.
Et ce n'est que le premier qu'ils ont effectué le premier scanner de son crâne et qu'ils ont déterminé qu'il n'y avait aucun projectile. Donc, mon hypothèse était qu'en partant du principe qu'elle était partie d'elle-même, ce que, soit dit en passant, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Avec cela en tête, eh bien, je vais vous dire, et avec l'arme à feu à proximité, peut-être qu'ils se sont juste dit, vous savez, ça ressemble à un suicide. Eh bien, pour plusieurs raisons, je ne pense pas qu'elle soit partie d'elle-même. Certainement, de mon point de vue et d'après tout ce que j'ai vu, je soupçonne fortement qu'il y a eu acte criminel dans cette affaire. Je pense qu'étant donné la nature de tout cela et connaissant Melissa, tout simplement la veille de sa disparition, c'était son 20e anniversaire. 3 jours auparavant, c'était la remise de diplôme de sa fille au lycée. Et vu la façon dont sa famille et sa communauté la connaissaient, cela ne lui ressemblait absolument pas de disparaître ou d'envisager de se suicider. Donc ses premiers signaux d'alerte, bien sûr, étaient énormes. Le fait que son téléphone ait été laissé sur place et que les 2 téléphones aient eu toutes les informations supprimées était certainement aussi suspect. Ne pas avoir emporté de médicaments avec elle ou quoi que ce soit de ce genre, peu importe où elle allait à ce moment-là. Tous ces signaux d'alerte étaient présents dès le début. En fait, la théorie selon laquelle Melissa serait partie pour mettre fin à ses jours aurait pu fausser le jugement des enquêteurs dès le départ. La spéculation selon laquelle il pourrait s'agir d'un suicide, je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ont tendance à faire dans des circonstances où il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour déterminer s'il y a eu acte criminel ou non. Et donc, je ne recommanderais certainement jamais que, lors de la découverte d'un corps sans témoin, le suicide soit la première conclusion. Ce n'est pas trop surprenant pour moi que le scanner, sur lequel je ne peux que spéculer à ce stade puisque je n'ai pas vu ce rapport, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais des éléments publics montrent qu'il n'y a aucune trace de blessure par balle à la tête. Pour moi, cela implique une autre cause de décès attendue dans les conclusions de l'Institut médico-légal. En commençant à examiner ce rapport de police, je pense qu'il aurait pu y avoir un peu plus d'urgence au début. Si les membres de la famille, les membres proches comme le mari de Melissa avaient peut-être mis un peu plus l'accent sur retrouver ma femme, elle a disparu, pas je pense qu'elle est partie de son plein gré. Je pense que c'est, vous voyez, et même si vous pensez cela, c'est très bien. Vous avez vos raisons, c'est très bien. Mais moi, si j'étais dans les forces de l'ordre, je voudrais creuser davantage. Je voudrais savoir pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais explorer chaque piste de cette affaire. Je voudrais tout examiner. Pendant ce temps, les proches de la famille disent qu'ils traversent une vague d'émotions à mesure que les jours passent. Je pense qu'il commence tout juste un tout nouveau chapitre de deuil maintenant qu'elle a été retrouvée. Cela anéantit le dernier espoir qu'ils avaient, celui qu'elle soit peut-être encore là, vivante, et qu'elle rentrerait un jour à la maison. Maintenant, je pense que le deuil s'est transformé en demande que les responsables rendent des comptes et que justice soit faite parce qu'ils estiment qu'il y a eu beaucoup de signaux d'alerte dans cette affaire également. Ils attendent avec impatience une forme de conclusion concernant les analyses médico-légales de cette affaire afin de pouvoir vraiment commencer à guérir, sachant que s'il y a quelqu'un impliqué et qu'il s'agit d'un homicide, cette personne soit traduite en justice dans cette affaire. Et je pense que cela leur ouvrira vraiment les portes pour commencer leur processus de guérison. Sinon, cela a été une période extrêmement éprouvante émotionnellement pour la famille. Je pense qu'ils essaient juste d'être vraiment prudents avec tout. Je pense qu'ils sont déboussolés. Et comme je l'ai mentionné, ils ont été tellement frustrés et tristes de devoir défendre Melissa contre tout cela, les allégations selon lesquelles elle serait partie de son plein gré, car ils connaissent son caractère et savent qu'elle ne ferait pas ça. Donc, je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire leur deuil. Je dirais aussi qu'en retrouvant les restes de Melissa avec une arme de poing à proximité, là où l'esprit de tout le monde, vous savez, ceux qui ne pensent pas à la connexion avec Los Alamos ou à autre chose, pensent immédiatement au suicide. Et c'est tout simplement dévastateur pour la famille parce qu'ils savent qu'elle n'aurait jamais fait ça. Ils savent qu'elle n'aurait jamais fait ça. Ils savent qu'il y a autre chose derrière cette histoire. Donc, je veux juste, vous savez, pour eux, j'espère qu'on pourra obtenir des réponses afin qu'ils puissent, vous savez, prendre le temps nécessaire pour faire leur deuil. Comme l'enquête est toujours en cours, une ligne téléphonique pour les témoignages reste ouverte en attendant de nouveaux indices. Par la suite, évidemment, il y avait une ligne téléphonique pour les témoignages et beaucoup d'informations étaient envoyées par la communauté. Il y a beaucoup à examiner.
Lorsqu'une telle affaire survient, de nombreuses théories du complot émergent et certaines informations peuvent n'être ni pertinentes ni utiles. Mais beaucoup de personnes se sont manifestées et ont fourni des informations qui laissent penser que ce n'était pas de son fait. Et chacune de ces personnes devrait être interrogée et examinée, et il faudrait voir s'il existe des preuves concrètes pour étayer chacune des choses sur lesquelles elles ont spéculé également. À mon avis, il y a généralement une liste de contrôle pour ce genre d'affaires et il faut passer cette liste au peigne fin pour s'assurer que vous avez couvert toutes les pistes en suspens possibles ou les preuves circonstancielles qui pourraient mener à une conclusion dans l'enquête. Et d'après les informations que j'ai vues et entendues, il y a clairement des personnes impliquées à qui je parlerai et à qui j'essaierai d'obtenir des réponses pour expliquer certaines choses qui ont été suggérées par des personnes ayant appelé la ligne de signalement. Pour toute information sur la disparition ou la mort de Melissa Casillas, contactez la police d'État du Nouveau-Mexique. Pour certains, comme Lorraine Conlon, il est clair qu'il y a autre chose en jeu ici. Qui que ce soit, s'il y avait quelqu'un d'autre impliqué, et je crois vraiment que quelqu'un d'autre était impliqué, cette personne savait ce qu'elle faisait. Il faut penser à ça. Ou s'ils avaient un quelconque contrôle sur Melissa, parce que rappelez-vous, elle avait 2 téléphones. Ils ont tous les 2 été réinitialisés aux paramètres d'usine. Encore une fois, je dois supposer que quelqu'un lui a demandé de faire ça. Quelqu'un l'a forcé à le faire ou lui a donné l'instruction de le faire. Le scandale actuel nous laisse face au mystère de la mort et de la disparition de Melissa Casillas. Un mystère complet et total. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine.